Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum avec le ministre togolais de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Nous prenons le pouls de l'actualité sociopolitique à environ 6 mois de la présidentielle de 2020. Et la première partie a été consacrée à l'actualité sociale. Cette seconde partie sera consacrée à la politique, donc avec notre invité Gilbert Badjelem Baye-Nambawara. C'est bien prononcé cette fois-ci. Oui. Vous avez fait des efforts maintenant. Oui. Je vous dirai comment j'ai pu réussir. Monsieur Barra, une question coquine pour commencer. Qui, en politique, est votre référence à qui souhaitez-vous ressembler dans votre carrière politique? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être une référence. Personne n'est parfait en tout. Je peux avoir plusieurs personnes en référence en fonction des dimensions et des aspects qui, en leur personne, dans leur parcours, dans leur manière de faire, m'inspirent ou me guident. Donc, je n'ai pas une personne particulière et unique qui puisse être considérée comme étant mon modèle. Oui, mais le plus, celui que vous préférez. Non, je ne crois pas. Donc vous avez plusieurs modèles à la fois? J'ai plusieurs modèles. Ouais. J'ai plusieurs modèles en fonction des sujets et des aspects de la vie dont il s'agit. Mais à mon avis, vous ne ressemblez pas beaucoup à Jacques Chirac. Lui, il est plus affable. Alors que vous êtes plus énergique. Le ancien président français Jacques Chirac, qui a tiré sa révérence, est-ce que vous l'avez connu? Oui, c'était un très grand homme politique, un très grand homme d'État. Vous savez, j'étais à Paris au moment de son décès et j'ai vu le climat d'unité et de cohésion qui s'est développé à la hauteur de l'homme qu'il était, qui était attachant, accessible, disponible. J'ai vu notamment au Togo et sur le continent un certain nombre de prises de position le concernant. Parfois, ça m'a peiné. C'est vrai, il y a parfois des paroles qu'il a pu prononcer qui sont regrettables. Quand il parlait du bruit et des odeurs. Mais quand je prends par rapport au continent africain, et j'ai vu encore en tant que fonctionnaire des Nations Unies, de la période du président Chirac, le combat que la France a mené, notamment au niveau du Conseil de sécurité, soutenant la position des États africains concernant la réforme du Conseil de sécurité pour plus de représentativité. Aujourd'hui, tout le monde admet et considère que le président Chirac était un fervent artisan et partisan du multilatéralisme. C'est quelque chose qui était important pour le continent africain. Quand je prends sa prise d'opposition qui consistait à dire, peut-être les mots n'étaient pas exacts, que la démocratie n'était pas faite pour les Africains. Moi, je ne conteste pas totalement ce qu'il a dit. Monsieur Gilles Bokor, si vous examinez la grande majorité des expériences de démocratisation sur le continent depuis les années 90, il y a peu d'endroits où il n'y a pas de remise en cause. Ce qui traduit le fait que nous n'avons jamais, même si je prends le cas de notre pays, le Togo, réfléchi par nous-mêmes, définir notre identité, nous imprégner de nos traditions, de nos coutumes, de nos cultures, nous demander ce que nous sommes et où nous voulons aller et comment nous voulons y aller. On a fabriqué des constitutions de briques et de broc. On prend quelques dispositions de la constitution allemande, on prend quelques dispositions de la constitution française, on met.
On prend quelques dispositions de la Constitution américaine on met et nous disons que c'est la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Est-ce que nous avons eu de vrais dialogues, de vrais débats endogènes, authentiques, dans un esprit de tolérance, s'écouter mutuellement, regarder nos parcours depuis les années d'indépendance et nous dire quel genre de société nous voulons bâtir et quelles sont les règles du jeu politique qui doivent régir cette société, y compris sur le plan du point de vue de la démocratie. Mais on a juste cherché à transposer des modèles et des systèmes étrangers dans nos pays, sur des sociétés et sur des réalités économiques et sociales et culturelles qui étaient totalement en déphasage. Est-ce que nous ne pouvons pas être interpellés par la phrase de Chirac en ce moment-là? Quand je vois les fuites en avant, quand certains continuent à dire non, la conférence nationale souveraine a fait ceci. Quelle conférence nationale souveraine? Une vraie supercherie. Une vraie supercherie. Où des gens se sont cooptés entre eux. On connaît tout aujourd'hui, on doit enseigner à nos plus jeunes quelle était la composition de la conférence nationale souveraine. On doit rappeler à notre jeunesse quelles étaient les prises de position de certains acteurs, y compris par rapport à la constitution dite de 1992. En quoi cette constitution correspond à la société togolaise? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je dis tout simplement qu'il y a eu un déficit de débat, non pas des débats entre une élite, mais des débats qui aillent jusqu'au village pour que nous puissions forger des modèles d'organisation et de fonctionnement des institutions qui correspondent à nos réalités et qui correspondent aux sociétés, y compris sur le plan culturel et autres. Oui, ben je suis support de c'est la pertinence de votre diagnostic, parce que ce travail n'a pas été toujours fait. Mais chaque fois reste à faire. Non, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été fait. Il n'a pas été entièrement fait. C'est le travail que le président de la République avait voulu amorcer avec la création d'une commission nationale de réflexion sur les réformes constitutionnelles, politiques et institutionnelles, où la commission de Mme Awanana a sillonné les villages, écoutant les gens. Vous avez suivi à travers les médias, les populations s'exprimaient librement. Oui, mais la composition de cette commission n'était pas inclusive, monsieur le ministre. On peut en discuter. Encore qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques et de la société civile qui ont refusé de contribuer et de participer à cet exercice. Je dis tout simplement, l'histoire n'est pas encore finie. Un jour ou l'autre, que ce soit nous ou nos enfants, la nécessité de s'interroger sérieusement, en toute lucidité, en toute objectivité sur ce que nous sommes en tant que société, sur nos cultures, sur nos valeurs, est la meilleure manière de nous organiser pour atteindre des niveaux de développement économique et social et de justice. Ce travail reste encore à faire. Et en cela, je suis de ceux qui estiment que le président Chirac n'avait pas totalement tort quand il pensait, non pas que la démocratie n'est pas bonne pour les pays africains, mais le type de démocratie pour lequel nous avons opté est totalement en déphasage avec nos réalités. Et cela se voit. Combien de pays, chaque jour, on entend que la Constitution est remise en cause, que telle disposition doit être révisée. Ça ne concerne pas que le Togo. Ça doit nous amener, ça doit nous interpeller et nous amener à nous interroger. Oui, mais ça peut être une instrumentalisation aussi. Ça moi, peut. Moi, j'ai suivi une déclaration du président Tadien qui dit que la révision de sa constitution a été inspirée. C'est à la société de mettre des garde-fous pour que ce travail soit un travail d'intérêt national. Peut-être c'est le bon côté que vous avez retenu de M. Chirac. Beaucoup pensent qu'il a été, on va dire, un des chantres de ce qu'on a appelé la France-Afrique, de cette relation paternaliste entre l'ancienne... Vous savez, il y a des mots que
parfois les journalistes ou certains milieux ont inventé pour nous endormir. Moi, je ne vois pas en quoi la gouvernance du Togo a quoi que ce soit à avoir avec ce que un chef d'État étranger, fût-il le président français, voudrait ou imposerait. Vous savez, il faut même être cohérent. Je vois certains de vos collègues journalistes qui sont habitués. Pendant les moments de crise, ils nous annonçaient chaque jour des mesures, des sanctions ou même des mesures militaires de la part du Nigeria. Le président nigérien serait hostile au président togolais. Et moi qui sillonnais certaines capitales et qui rencontrais des dirigeants ou leurs collaborateurs, tout ça là relevait de fantasmes. Ces derniers temps, on dit ah non, le président Macron, il ne voudrait pas voir le président Faure. Je peux vous dire que ça, il n'y a rien de tel. Les relations sont excellentes entre le Togo et la France. Au niveau approprié, on entretient des relations pratiquement soutenues. Le ministre des Affaires étrangères était reçu par son homologue et par d'autres services à Paris il n'y a pas longtemps. Moi-même, la semaine dernière, j'étais reçu à Paris. Tous les problèmes qui méritent d'être discutés sont discutés au niveau approprié. Lorsque le président de la République décide d'effectuer une visite officielle ou une visite d'État dans un pays étranger, il va parce qu'il y a des objectifs et un but à atteindre. Il n'est pas celui qui court des capitales occidentales pour serrer la main, pour que les journalistes puissent... Non, ce n'est pas de sa personne. Il se dédie et se dévoue davantage aux Togolais. Et lorsqu'il se déplace, il faut que cela réponde et corresponde à des objectifs qu'il peut dire aux Togolais. Non pas parce que quelques journalistes en mal de sensations écrivent n'importe quoi. Mais est-ce que la caution de la France a été nécessaire pour votre élection quand je dis votre, c'est le gouvernement et le président de la République à la tête du Togo et votre maintien? Non. Le président Faure est président du Togo parce que les Togolais l'ont voulu, parce que les Togolais l'ont élu. Il n'a jamais eu besoin de la caution de qui que ce soit, en dehors des Togolais. Et il fait confiance aux Togolais. Que pensez-vous de ce que certains disent? Je le dis d'autant plus facilement que, connaissant cette communauté internationale, parce que j'en suis plus ou moins une émanation. J'ai été aux Nations Unies, je connais les relations interétatiques. Ouais, mais je ne vois pas moi je vois en quoi un chef d'État étranger devrait décider du sort d'un pays africain, fût-il le Togo. Oui, mais moi j'ai quelques exemples. J'ai Lequel? Un ancien ministre togolais qui a dit qu'il a été débarqué du gouvernement sur l'instruction de notre président. Il a dit publiquement. J'ai entendu aussi le président Gbagbo dire parfois qu'il veut pas de vous prenez celui qui l'a dit au sérieux? Si la personne à laquelle vous faites référence avait du respect pour le chef de l'État togolais, il saurait qu'il n'agit jamais en fonction des desiderata de quelque autre chef d'État étranger que ce soit. Ça n'a jamais été le cas et ce ne sera jamais le cas. D'accord. Fermons cette parenthèse pour revenir à nos oignons. Sur le Togo, on va parler de l'ONU. On en a parlé lors de la première partie, mais sous d'autres aspects. Dans un courrier adressé à vous, à l'État togolais, l'ONU a soulevé des insuffisances graves et incompatibilités de la nouvelle loi sur les libertés de réunion, de manifestation publique au Togo. Vous avez lu certainement ce document. J'estime qu'il vous a fait mal. Pas du tout. Pas du tout. Sur le sujet, est-ce que l'ONU s'est mal informée? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes mieux placés en tant que gouvernement et en tant que Togolais pour savoir qu'est-ce qui est dans l'intérêt de la sécurité et de la paix et de la stabilité au Togo. Personne d'autre. Dans la loi régissant les manifestations, je voudrais rappeler deux choses. La première, un certain nombre de limitations dans la loi concernant les emplacements pouvant faire l'objet de manifestations.
Mais ce n'est pas une innovation. Lorsque moi-même j'étais ministre de l'administration territoriale, j'avais sorti un arrêté dont la légalité est questionnable, qui disait qu'on ne peut pas organiser des manifestations aux abords des marchés. Nous nous rappelons de la manifestation à Décon, dont la dispersion par les forces de l'ordre avait entraîné un certain nombre de dégâts, y compris dans une église. Tout le monde qui visite le Togo et Lomé, nous, les Togolais, nous savons par exemple que Décon est devenu pratiquement un lieu de marché. A-t-on besoin des Nations Unies pour nous dire qu'on ne peut pas organiser une manifestation là-bas? Oui, ce que les Nations Unies vous reprochent. Au Sénégal, ce que nous avons adopté, ça c'est la première chose, le premier exemple, c'est que ce n'est pas une innovation dans notre histoire. Deuxièmement, au Sénégal, il existe non pas une loi, mais un décret qui délimite une zone dans laquelle on ne peut jamais organiser de manifestation. Ce décret date de la période du président Abdoulaye Wade. Je ne crois pas que c'était un autocrate ou un dictateur. Mais vous parlez de décret, ce n'est pas une loi. C'est encore grave. Parce que le décret est adopté en conseil de ministres et ne donne pas lieu à un débat public. Mais il est contestable. Une loi est adoptée en laissant la possibilité à l'Assemblée nationale de délibérer, de débattre. De débattre. La possibilité d'attaquer un décret est beaucoup plus difficile que la possibilité d'attaquer une loi pour inconstitutionnalité. Au Sénégal, il y a une limite d'heures pour organiser des manifestations. En quoi c'est une singularité ou une spécificité togolaise? Tous ceux qui vont actuellement en France et qui, éventuellement, sont à Paris lorsque les Gilets jaunes organisent des manifestations, ils vont voir comment Paris est bouclé. Lorsque le préfet décide que les Champs-Élysées ou un certain nombre d'emplacements ne peuvent pas faire l'objet de manifestations. Les Nations Unies, qu'est-ce que les Nations Unies en disent? Oui, mais... Non, moi je crois qu'il faut être sérieux. Ouais. Nous avons connu une période ici où les gens organisaient des manifestations avec la volonté délibérée de prendre toute la ville en tenaille. Départ d'Akosombo, départ de Adewi, départ de Mèche Amina, avec la volonté de paralyser et de bloquer le fonctionnement de l'économie, d'entraver de manière excessive les activités. Tout le monde sait que l'économie togolaise est basée sur les activités portuaires. Les camions qui ne peuvent ni entrer au port ou en sortir, à qui on fait mal. J'ai entendu des leaders de la coalition dire « Ah, nous sommes contents parce que ça commence à produire des effets. » Des effets contre qui? Contre notre propre pays. Vous avez un leader de cette coalition qui a dit « Je ne vais jamais répondre à une invitation du ministre de l'administration territoriale pour discuter et échanger sur les modalités d'organisation des manifestations. » À partir de ce moment-là, il vaut mieux être clair et précis dans la loi sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ainsi, celui qui ne veut pas, qui dit qu'il n'a pas envie de répondre aux invitations du ministre de l'administration territoriale, à l'avenir, la tâche lui est facilitée. Il lui suffit de lire la loi et de savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Oui, maintenant, dans une sous-région, en proie à des violences, à des attaques djihadistes, terroristes, où nous avons, Dieu merci, la chance d'être préservés. Parce que le chef de l'État a pris les mesures nécessaires pour nous mettre à l'abri des difficultés que d'autres peuples connaissent. Vous croyez qu'aujourd'hui, vous irez dans certains des pays voisins et vous allez dire aux populations d'aller manifester? C'est elles qui vont dire qu'elles ne vont pas le faire parce que les risques d'attaque et de violence sont trop grandes. Monsieur le ministre, je ne vois pas le rapport. Non, il y a un rapport. Le djihadisme et les manifestations publiques. Il y a un rapport. Nous sommes dans un environnement sous-régional et international où les défis sécuritaires, les défis de paix et de sécurité
doivent être analysés et considérés d'une autre manière. Ne faisons pas comme si ce qui arrive aux autres ne peut jamais nous Oui, arriver. mais ailleurs, les Et si nous djihadistes pouvons- ne saisissent pas l'occasion des Et si nous manifestations publiques pouvons pour agir. prévenir, Ouais. non, je vous ai tout à l'heure décrit les dérives graves des manifestations entre août 2017 jusqu'à ce que le gouvernement siffle la fin de la récréation. Je crois que les Togolais méritent à la fois qu'on agisse pour préserver les libertés, y compris les libertés de manifestation, d'expression et d'opinion, et c'est ce que nous avons fait, et en même temps faire en sorte que les activités économiques qui permettent d'améliorer le vécu quotidien de chacun d'entre nous ne soient pas entravées et compromises, et en même temps que aucun acte ne soit posé qui serait de nature à fragiliser ou rendre notre État, notre territoire beaucoup plus vulnérable. Oui, C'est mais ce qui les a été Nations fait. Unies ne rejettent pas cette justification. Les Nations Unies disent Je simplement voudrais- qu'il faut laisser le juge administratif décider au cas par cas. De quoi? Oui, sur les lieux des manifestations ou de l'heure. Non, nous n'avons même pas besoin de ça. Nous connaissons. C'est une loi bâtie sur l'expérience, sur la pratique. Nous avons vu comment les gens ont usé et abusé. Non. Les libertés de manifestation ne sont pas interdites. On dit, est-ce que c'est anormal de dire que la route nationale ne doit pas être un lieu de manifestation? Est-ce que c'est anormal? Et si vous avez besoin de ce boulevard après pour faire, une marche de soutien, par exemple? Mais la loi s'applique à tout le monde. Marche de soutien pour qui? Ça n'arrivera pas. Tous les partis politiques, sans exception, sont appelés à respecter la loi. Mais l'ONU recommande une relecture de cette Il n'y loi. aura pas de relecture. Il n'y aura pas de relecture de cette loi. Vous passez outre les Non, recommandations. mais écoutez, nous pouvons écouter les Nations Unies. Quand ils donnent des avis fondés, nous pouvons y souscrire et agir en conformité de cela. Mais quand cet avis-là sont en décalage par rapport à nos intérêts fondamentaux, nous ne pouvons pas écouter cela. Alors, est-ce que c'est pour prévenir un autre 17 août, entre guillemets, que vous avez sorti une loi? Non, nous n'avons pas besoin de cette loi pour prévenir d'autres 17 août. D'autres 17 août ne peuvent plus avoir lieu. Ah bon? Parce que ce n'est pas que le gouvernement l'a décidé. Notre pays en a subi toutes les conséquences et aucun citoyen n'aspire à revivre les mêmes affres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, tous les concitoyens. Les samedis, les Togolais sont heureux de pouvoir, ceux qui ont des magasins, d'ouvrir leurs magasins, ceux qui veulent vaquer à leurs occupations, de vaquer à leurs occupations. On voyait le niveau de violence, d'intolérance, de haine qui était propagé, parfois à l'occasion de ces manifestations. Le niveau de destruction, d'atteinte aux biens et aux personnes qui était commis à l'occasion de ces manifestations. Et nous n'avons pris aucune disposition de nature à supprimer et empêcher les libertés de manifestation, mais pour les encadrer comme la Constitution nous y autorise. Oui. Là, est-ce que l'opposition togolaise, dans son état actuel, est capable de mobiliser encore les foules? C'est la question que certains se posent. Pourquoi vous gênez-vous? Mais vous me posez une question qui est adressée à la mauvaise personne. Je ne suis pas de l'opposition. Jusqu'à preuve du contraire, je respecte ceux qui se disent opposants. Et il y en a. Et ils méritent que nous les respections. Je pense que la société togolaise a besoin de pluralisme, de diversité. Et autrement, nous tomberions dans un système qui n'est pas bon. Il y a des partis politiques. Ils doivent pouvoir organiser des manifestations. La majorité également a le droit d'organiser des manifestations, mais dans le strict respect de la loi. Monsieur le ministre, le 17 août, quand nous parlons du 17 août, c'est ce soulèvement populaire qui a agité le pays pendant plusieurs mois. Est-ce qu'il a été un élément perturbateur ou fondateur de votre parti Union pour la République Unie, qui est au pouvoir? Non, dire un élément perturbateur pour le parti ou refondateur pour le parti serait inexact. Perturbateur pour le pays, oui. Parce que les dégâts causés à l'économie, ce sont des choses tangibles. Nous savons ce que nous avons perdu en termes de points de croissance. Et ça, c'est des perturbations. Ça, c'est une évidence.
Mais en tant que parti politique responsable, nous ne pouvons pas ne pas tirer des enseignements par rapport à toute épreuve qui peut survenir dans la société togolaise. En cela, on ne peut pas dire que ça constitue un élément fondateur ou refondateur. Non. Je crois que même la société togolaise dans son ensemble a intérêt à tirer des enseignements, à tirer des leçons par rapport à ce qui s'est passé. Nous en avons tiré des enseignements. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons œuvré pour la réforme de la Constitution, pour que les gens n'aient plus de prétexte pour se livrer à des aventures déstabilisatrices. Nous en avons tiré des leçons en modifiant la loi régissant les manifestations, parce que nous avons vu les dégâts, les dérives. C'est en cela que toute épreuve dans nos vies individuelles comme dans la vie d'une nation doit être prise en compte, être analysée et aider à des prises de nouvelles résolutions, toujours dans un esprit constructif. Et est-ce que c'est en connaissance de cause, à cause du 17 août, que vous avez poussé l'opposition, appelée à l'époque traditionnelle, pratiquement à la touche Pourquoi? À l'issue de... Je ne crois pas que cette opposition-là ait besoin de nous pour commettre les erreurs qu'elle commet. Moi, je ne vois pas. Vous les avez au contraire, non, au de contraire, compétir au contraire, pour au contraire. la Je législative. vous ai dit tout à l'heure que le président, en tout cas de ma petite expérience, c'est un homme naturellement ouvert, animé par le souci de la cohésion et de l'unité. Et j'ai vu comment, à son corps défendant, nous avons tout fait pour que les compromis, y compris la feuille de route esquissée par la CEDEAO, puissent être respectés. Nous avons été à Conakry. À l'issue de Conakry, la période de recensement a été repoussée. On devait recomposer la CENI sur des bases paritaires, 8-8, en dehors du représentant de l'administration. Mais nuitamment, un certain leader de l'opposition à l'époque a écumé les autres leaders pour leur dire que non, il ne faut pas aller siéger à la commission électorale nationale Oui, parce que c'est pour dire, le recensement ne électoral donnez avait été jamais fait le sentiment unilatéralement. et n'ayez pas le sentiment que le gouvernement ou le président de la République aurait fait quoi que ce soit ou pour marginaliser l'opposition ou pour l'affaiblir. Ça, ce n'est pas son souci et ce n'est pas le souci du gouvernement. Mais est-ce que le boycott de l'opposition traditionnelle de ces législatives, est-ce qu'il ne vous a pas fait plaisir, sincèrement, sans détour, monsieur le ministre? Non, pas du tout. Nous aurions aimé, et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons tout fait pour qu'ils puissent participer. Vous n'avez pas tout fait parce que non, vous avez fait le recensement unilatéralement. Non, c'est votre mot. Oui, mais puisqu'ils n'étaient pas associés à ce recensement. Ils ont refusé. Vous voulez quoi? Qu'on les amène, on les embastille, qu'on les amène à la prison civile de Lomé pour peupler encore? Non, ils ont refusé. Même la dernière semaine du mois de novembre 2018, nous avons tout fait pour leur dire, mais s'il y avait des raisons fondées qui amèneraient le chef de l'État à repousser l'élection, il le ferait. Par exemple, si nous nous entendons pour opérer la révision constitutionnelle, malgré tous ces efforts, ils avaient leur agenda, leur calcul, mais qui étaient de faux agendas et de faux calculs. Est-ce que vous les avez accompagnés à la touche? Non, pas du tout. Ça nous a peiné qu'ils se mettent en marche. Oui, c'est un langage politique. Non, pas du tout. Moi, je vous assure. Est-ce que vous n'avez pas planifié que la société togolaise a besoin de pluralisme et de diversité, y compris dans les institutions représentatives comme l'Assemblée nationale. Ceux qui ont boycotté, c'était leur droit et leur liberté, mais il y a d'autres partis d'opposition qui se sont présentés et qui siègent à l'Assemblée nationale. Il faut aussi les respecter. Oui, mais monsieur le ministre, ce qui s'est passé, à l'analyse, on a comme l'impression que vous avez préparé un plan pour avoir une opposition choisie. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous n'avons pas ce temps d'ailleurs. Le service des Togolais ne nous donne pas le temps de nous livrer à ce genre de caprices ou de manœuvres. De toute façon, l'opposition parlementaire aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas plus accommodante, est-ce qu'elle n'est pas plus fréquentable pour vous? Non, éventuellement, elle est beaucoup plus républicaine que d'autres.
Elle vous met plus à l'aise. Je dis elle est beaucoup plus républicaine. Elle respecte les règles du jeu démocratique. Elle respecte les institutions. Vous savez, moi, j'étais allé à l'Assemblée nationale défendre et soutenir l'adoption du statut de l'opposition. Et quand nous étions allés pour défendre cette loi, l'ANC à l'époque avait quitté l'hémicycle en disant que non, qu'il ne pouvait pas s'associer à cette mascarade. Mais la loi a bénéficié à M. Jean-Pierre Fabre. Donc, c'est-à-dire que nous, parfois, à notre corps défendant, et malgré les autres, on fait leur bonheur. Et nous continuerons à agir dans cet esprit parce que la nation doit être rassemblée, l'unité et la cohésion doivent être assurées pour que nous puissions nous attaquer aux défis économiques et sociaux. On a besoin de tout le monde, y compris de ses frères et sœurs qui, par moments, ont pu prendre un chemin qui leur semblait porteur, mais qui s'est révélé être une impasse. La large victoire de votre parti à ces élections législatives et puis aux élections locales, est-ce que c'est dû à quoi? Au boycott justement de ces élections législatives par l'opposition traditionnelle, ce qui l'a fragilisé énormément, ou c'est parce que les Togolais croient en ce que vous faites? Je ne suis pas certain que si toute l'opposition avait participé aux législatives, UNIR aurait eu le même score. Il faut être honnête. Peut-être que nous aurions eu un nombre de députés moins important. Ça, c'est possible. Maintenant, de manière plus fondamentale, est-ce que les résultats des élections législatives, additionnés aux résultats des élections locales, ne démontrent pas qu'on a dans notre pays des partis à implantation locale, voire localisée. Parfois même, je dirais, urbain ou citadin. Et on a un parti dont l'implantation nationale est consacrée par les résultats, justement, de ces élections. Faites l'expérience un week-end. Sillonnez le pays, essayez de sillonner les préfectures. Vous verrez que dans la plupart des localités, à l'intérieur, il y a des activités qui sont menées au nom du parti UNIR. Vous verrez rarement d'autres partis politiques être en train de faire cela. Mais est-ce que ce n'est pas explicable sur ce volet par les moyens dont vous disposez? Parce que ceux qui vont sur le terrain, ce sont des ministres, ce sont des directeurs de sociétés, des sociétés d'État. Pas du tout. Oui, mais... Il y a combien de directeurs de sociétés d'État? On a combien de sociétés d'État au Togo? Il y a combien de ministres au Togo? Non. Un parti, il a un poids où il n'en a pas. Il a des militants sur le terrain où il n'en a pas. Mais est-ce que votre force ne veux pas de ce rapport étroit? Non, je souhaite ne rien dire qui soit méprisant ou qui soit considéré comme étant de l'arrogance. La réalité, c'est que UNIR a une assise et un socle sur le terrain qui sont démontrés par les résultats. Depuis sa création, UNIR n'a été créé qu'en 2012. Mais déjà, les élections législatives de 2013, nous étions le parti le plus important. Oui, UNIR, c'est une transmutation, on va dire. Ce n'est pas une transmutation. C'est quand vous parliez de rénovation et de refondation, là, vous pouvez dire que c'est un acte rénovateur et refondateur posé par le président Faure. Il n'a pas voulu juste procéder à une réforme de l'ancien parti RPT. Il a voulu un parti où des femmes et des hommes, parfois ayant appartenu à des partis politiques hostiles, ou n'ayant jamais eu d'appartenance politique, décident parce qu'ils croient dans une vision, parce qu'ils ont en souci l'intérêt du pays de se mettre ensemble au sein du parti UNIR. Parce qu'il est convaincu que le bien-être du pays, l'avancement du pays dépendent de la possibilité, même parfois au-delà des clivages, de se mettre ensemble. C'est ça, UNIR. Oui, mais finalement, est-ce que le parti, avec ses moyens, n'est pas trop fort pour le pays, trop fort pour les autres? Finalement, est-ce que vous n'avez pas accouché d'un système même qui est plus fort que vous-même? Pas du tout, pas du tout. Le parti n'a pas trop de moyens.
C'est les cotisations des membres. C'est les cotisations des membres. Monsieur le ministre, il faut cotiser. Vous savez, nous avons parfois des opposants qui ont une capacité de mobilisation de moyens extérieurs qui dépasse les nôtres. Ah bon? Oui. La question est de savoir ce qu'ils en font. Alors, à la lumière de ces résultats de 2018 pour les législatives et des locales pour 2019, est-ce que la bataille pour la présidentielle de 2020 sera aisée pour vous? Est-ce que le jeu est joué d'avance? Non, pas du tout. Ce sera une compétition disputée. Et nous prenons tous les adversaires au sérieux. Actuels, déjà déclarés ou qui vont se déclarer, nous les prenons au sérieux. Et les Togolais demandent à être convaincus. Donc, nous respectons les Togolais, nous ne pouvons pas aller à cette importante bataille en leur disant tout est déjà acquis. Non, rien n'est acquis. Nous allons avec beaucoup d'humilité, avec le sens de beaucoup de choses déjà accomplies, mais également la conscience qu'il y a encore beaucoup qui reste à faire. Et par ailleurs, qu'il y a encore des choses qui peuvent être innovées en termes de méthode, en termes de gouvernance. Le moment venu, le candidat du parti, les gens verront quel est le projet qu'il porte pour l'intérêt du pays. Non pas pour un clan, non, pour l'intérêt du pays. Pour que nous puissions construire et bâtir un Togo meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Nous avons déjà fait beaucoup, mais on peut faire encore davantage, tout en tirant des enseignements, en écoutant les Togolais. Qu'est-ce qu'ils disent de l'éducation? Qu'est-ce qu'ils disent de la santé? Qu'est-ce qu'ils disent de l'agriculture? Qu'est-ce qu'ils disent de l'économie? Comment nous pouvons recueillir leur point de vue, enrichir le projet et les idées que le candidat du parti a déjà lui-même. Et tout le monde sait que nous vivons une époque difficile. Pas pour le Togo singulièrement, mais pour toutes les sociétés, y compris notre sous-région. Quand ces périodes-là, il faut avoir des capitaines de bateaux aguerris. Ce n'est pas le moment de l'improvisation, ce n'est pas le moment de l'expérimentation. C'est le moment de la consolidation tout en innovant. Alors, je crois que les Togolais, nous leur faisons confiance, mais nous irons vers eux avec beaucoup d'humilité. Mais qu'est-ce que cela veut dire en termes moins poétiques? Non, moi, je vous ai parlé de ma fierté sur un certain nombre de sujets. Je voudrais vous partager avec vous et avec les téléspectateurs un autre sujet de fierté. Il y a quelques semaines en arrière, le président togolais estimait que le G5 Sahel est une bonne initiative, mais qu'elle n'est pas suffisante. Qu'il faudrait que les autres États membres de la CEDEAO prennent conscience de la nécessité de bâtir davantage de coopération pour faire face aux défis auxquels certains des pays membres sont déjà confrontés. S'était rendu à Accra, avait partagé son idée avec son frère et homologue ghanéen. Ensuite, il y a eu un mini-sommet à Accra. Tout ça procédait d'une idée, d'une initiative réfléchie, conçue par le chef de l'État togolais. Et ensuite, un sommet extraordinaire de la CEDEAO a eu lieu récemment, le 14 ou le 15 septembre. Lorsque, à l'issue du dernier sommet du G7 en France, je vois que le G7, notamment les présidents français et la chancelière allemande, estiment qu'il faut élargir le périmètre d'action du G5 Sahel et faire en sorte que les autres pays membres agissent de manière beaucoup plus solidaire en renforçant la coopération. Je dis, mais je suis heureux et fier qu'une idée qui est née du chef de l'État togolais
finissent par être endossés et portés par le G7. Voilà. Heureusement pour nous, nous n'avons pas un président qui aime trop l'affichage, qui aime la fanfaronnade, qui aime le moi, qui est dans une pratique autocratique. Vous voyez, les Togolais commencent à observer des maires qui n'ont même pas encore pris fonction, qui n'ont même pas encore eu de réunion de leur conseil municipal, qui ne connaissent même pas encore quel sera leur budget en recettes et en dépenses. Et qui disent, ah, l'État n'a qu'à me virer l'argent et moi je vais m'occuper de la construction des marchés. Des marchés qui se trouvent sur le territoire. Est-ce que ce n'est pas une revendication Monsieur légitime? Gilles Bokor, il suffirait de jeter un coup d'œil à Cotonou pour voir que le marché d'Antopa n'est pas dans le giron de la mairie de Cotonou. Il suffirait de chercher à apprendre, de voir que la gare Saint-Lazare, la gare de Lyon, la gare du Nord ne sont pas gérées par la mairie de Paris. Qu'en France, on a ce qu'on appelle les ouvrages et les équipements d'intérêt national. Le marché dont on parle est un marché d'intérêt national. Alors, vous voyez, quand à la tête d'une mairie, on a déjà ce comportement un peu autocratique, sans concertation. Je sais que nous avons besoin de temps pour intérioriser et apprendre dans la gestion des collectivités locales. Ça s'applique à nous tous. Mais cela ne doit pas excuser ni l'improvisation, ni l'amateurisme, encore moins cette attitude de défiance vis-à-vis du Premier ministre. Nous devons apprendre, les collectivités locales et le gouvernement, à travailler dans un esprit de collaboration, de coopération. Les maires ou les conseils municipaux qui se mettraient dans un esprit de rivalité, de défiance vis-à-vis de l'État, en prendront pour leur compte. C'est pas comme ça fonctionne. L'intérêt de chacun, c'est d'agir dans un esprit de collaboration. À la rigueur, si le maire du 4e, de la commune 4, la commune 4 n'est pas un État, j'espère qu'il ne se considère pas comme un président de... Alors donc, s'il avait pris un peu plus de recul, il aurait évité ce ridicule. Alors, vous avez tourné longtemps autour du pot. Concrètement, ça veut dire quoi? Faure Gnassingbé est-il candidat pour 2020? Si vous êtes l'équipe de Barça et vous êtes en Champions League, parce que nous allons à l'élection présidentielle, vous avez Messi qui est en pleine forme, en pleine possession de ses capacités. Vous accepteriez que l'entraîneur le laisse à la touche? Vous accepteriez qu'on laisse Messi à la touche? Il n'est pas malade, il n'est pas blessé. Vous avez des matchs décisifs et vous mettez Messi à la touche ou vous mettez Ronaldo à la touche? Non. On peut le laisser à la touche pour tourner l'effectif aussi. Non, non. Si vous le faites, vous êtes irresponsable. Dans cette question-là que vous me posez, il y a deux éléments qui me paraissent importants. Le premier élément, c'est vis-à-vis de la loi. Unir ne se lancera jamais dans ce débat-là qui consiste à dire qui peut être candidat, qui peut ne pas être candidat. Les partis politiques ne vont pas se substituer à la Cour constitutionnelle et appliquer la Constitution. C'est la Constitution qui dit les conditions d'éligibilité. Et c'est la Cour constitutionnelle qui interprète et fait appliquer les dispositions irrelatives en examinant la recevabilité des candidats. Donc nous n'allons pas du tout entrer dans ce débat malsain qui n'a ni tête ni queue. Pas du tout. Donc, la question de l'éligibilité étant réglée par la Constitution, le reste relève et de la volonté individuelle des femmes et des hommes et des partis politiques auxquels ils appartiennent. En ce qui concerne le parti Unir, la question ne se pose même pas. Parce que l'intérêt du Togo,
c'est de faire en sorte que notre pays continue sur le bon chemin qu'il a déjà pris. Donc, fort candidat en 2020. Je n'ai pas à me livrer à ce genre de débat. J'ai dit le problème ne se pose même pas. Ce n'est plus un débat. Non, le problème ne se pose pas. Le problème, la question ne se pose plus. Non. Donc, c'est une évidence. Mais je vous ai dit, si vous imaginons que le parti, c'est l'entraîneur de Barça. Oui. Et puis, vous avez Messi en pleine possession de ses moyens, dont l'expérience n'est discutée par personne. Et puis, pour un match décisif, vous le mettez à la touche, c'est que vous êtes criminel. Donc, je vais vous aider. Fogna Sigbe en pleine forme, bien expérimenté, et donc candidat pour 2020. Tout à l'heure, je vous ai dit mon agenda pour la semaine qui va commencer. Le président, quotidiennement, se consacre au bien du Togo. Le moment venu, le Parti uni se réunira et informera l'opinion de son candidat. Mais comme vous estimez que c'est une évidence, moi aussi j'estime que c'est une évidence. Parce que je crois qu'il n'y a pas de raison qu'une équipe comme Barça joue en Champions League, parce que nous allons à l'élection présidentielle, laisse son champion, c'est-à-dire vraiment le plus aguerri, le plus expérimenté, et qui a déjà démontré, dont la personnalité quand même est bien connue des Togolais. Vous parlez de bon état, peut-être, je n'en sais rien, ni pour Merci, ni pour l'autre. Alors, il est en forme, le président, parce qu'on a vu des photos circuler sur les réseaux sociaux récemment où il était en pleine méditation, en prière. Pourquoi prie-t-il? C'est pour 2020 ou pour autre chose? Non, je n'entre pas dans les débats touchant aux convictions et aux pratiques religieuses et aux convictions de chacun de nous. J'estime que les croyances, les pratiques, ça relève de l'intime et du privé. Et que je n'ai pas le droit, je ne me permettrai pas de commenter les photos dont vous parlez, que je n'ai pas vues d'ailleurs. Mais j'estime que tout ce qui relève des pratiques telles que les gens m'ont parlé, ça ne relève pas de la vie publique. Merci, monsieur. Ça relève de la vie privée. La vie privée, vous aussi, vous priez de temps en temps. Hein? Je prie souvent. Parce que Dieu fait beaucoup de bienfaits pour nous. Hein. Quand vous vous réveillez en bonne santé, il faut remercier Dieu. Il ne faut pas attendre le jour où vous êtes malade pour dire « Ah Dieu, aide-moi à guérir ». Quand les vôtres, la famille, les enfants, les proches sont en bonne santé, il faut remercier Dieu. Et en 30 secondes, monsieur le ministre, un leader politique de l'opposition estime que 2020 est une supercherie, et que les élections sont jouées d'avance et que les Togolais doivent se mobiliser pour barrer la route à cette supercherie. Vous le connaissez bien, c'est écrit à Tchadam. En 30 secondes, qu'est-ce que vous pensez de cette position, cette prise d'opposition? J'ai cru comprendre qu'il est très isolé, y compris dans son propre camp. Puisqu'il ne conteste pas seulement la candidature du président actuel, mais il conteste aussi la candidature des autres. Donc, il continue dans une aventure solitaire. Il faut le laisser, il est en perdition. Merci. C'est moi qui vous remercie. Gilbert Barala, pour votre participation à ce plateau. Merci. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention, fidèles téléspectateurs. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. À très bientôt.